All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le président. Bonjour. Est-ce que monsieur le greffier d'audience pourrait appeler la cause, s'il vous plaît? Le greffier d'audience, bonjour monsieur le président, bonjour mesdames et messieurs les juges. La situation en République démocratique du Congo dans l'affaire le procureur contre Bosco Ntaganda. Référence de l'affaire ICC 01040206 et nous sommes en audience publique. Le président, je vous remercie. Je suis le juge Gocha Lord Kipanidze et préside cet appel émanant de l'affaire le procureur contre Bosco Ntaganda. Les juges de la chambre d'appel dans cet appel sont Madame la juge Tomoko Akane, Madame la juge Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Madame la juge Solomi Balungi Bossa et Monsieur le juge Erdene Balsuren Damdine. Avant de demander aux parties de se présenter, je constate au fin du compte-rendu d'audience que la Chambre d'appel a été informée que 2 conseils pour la défense souhaitent participer à cette audience à distance et la Chambre d'appel a décidé de faire droit à cette demande. J'aimerais maintenant demander aux parties de se présenter au fin du compte-rendu d'audience et je vais commencer par la défense. La défense, bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur, Mesdames les juges et bonjour aux collègues de ce prétoire. Nous avons aujourd'hui au nom de Monsieur Bosco Ntaganda, le conseil principal Maître Stéphane Bourgon, qui se trouve à distance et en vidéoconférence, l'assistant juridique Benjamin Willam, qui est également à distance par le biais de la vidéoconférence, et moi-même, Maître Kate Gibson, conseil associé ici présente à La Haye. Je vous remercie. Le Président, je vous remercie. Maître Souproun, bonjour Monsieur le Président. Les victimes des attaques sont représentées aujourd'hui par Amina Merouche, qui se trouve derrière moi, et à ma droite, Anne Grabowski, Fiona Lowe et moi-même, Dimitru Souproun. Je vous remercie. Le Président, merci. Merci Monsieur le Président. Les anciens enfants soldats sont représentés par Anna Peña et par moi-même, Sarah Pellet, conseil au bureau du Conseil public pour les victimes. Je voudrais vous remercier. Le Fonds au profit des victimes. Bonjour, Monsieur le Président. Pour représenter le Fonds au profit des victimes aujourd'hui, nous avons les conseils juridiques Madame Franziska Eckelmans, le conseil associé Vina Suresh, Nicole Stark-Richter, Madame Maria Emilia Gelmi, professeure, et moi-même, Deborah Ruiz-Verdusco, directrice exécutive du Fonds au profit des victimes. Le Président, je vous remercie. Je constate que M. Ntaganda assiste à cette audience à distance. Aujourd'hui, la Chambre d'appel rend son arrêt pour l'appel déposé par la défense et l'un des 2 groupes des victimes. En l'espèce, je ferai référence à ce groupe des victimes comme le groupe des victimes numéro 2. Appel interjeté contre la décision de la Chambre de première instance numéro 2 du 14 juillet 2023 intitulée Addendum à l'ordonnance de réparation du 8 mars 2021 ICC-01/04-02/06-2659. Je ferai référence à cette décision en l'appelant la décision contestée.
Il s'agit d'un résumé de l'arrêt écrit de la Chambre d'appel qui ne fait pas foi. Le texte écrit de l'appel ainsi que l'opinion individuelle de Madame la juge Ibáñez Carranza, qui est présentée en annexe, sera notifiée après cette audience. Le 8 mars 2021, la Chambre de première instance a rendu une ordonnance de réparation à laquelle je ferai référence en l'appelant l'ordonnance de réparation de 2021. Cette ordonnance a par la suite fait l'objet d'un appel. En appel, elle a été annulée partiellement et a été renvoyée à la Chambre de première instance. Et je ferai référence à cela en parlant de l'arrêt 2022 de la Chambre d'appel. Et cela s'est passé le 12 septembre 2022. Par la suite, le 14 juillet 2023, la Chambre a rendu la décision contestée pour traiter des questions qui avaient été renvoyées. Cet arrêt de la Chambre d'appel porte sur des appels déposés à l'encontre de cette décision par la défense, qui soulève 13 moyens d'appel, et par le groupe des victimes numéro 2, qui soulève 3 moyens d'appel. La Chambre d'appel rend son arrêt à l'unanimité aujourd'hui. Pour des raisons que je vais énoncer, la Chambre d'appel conclut que la décision contestée est amendée dans la mesure où elle devrait être lue en incorporant les paragraphes 185 et 186 de la première décision relative au projet de plan de mise en œuvre pour les victimes aux fins de réparation. Document ICC-1//04-06-2860-RED. À l'exception de ce que je viens de mentionner, la décision contestée est confirmée. Moyen d'appel numéro 1. Erreur alléguée lors de la délivrance de la décision contestée. Par son premier moyen d'appel, la défense fait valoir qu'en rendant la décision contestée, la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de procédure en ne respectant pas la directive de la Chambre d'appel suivant laquelle elle devrait rendre une nouvelle ordonnance de réparation. Pour les raisons que je vais expliquer, la Chambre d'appel ne conclut à aucune erreur à cet égard. Pour les raisons que Madame la juge Ibáñez Carranza vous expliquera ultérieurement, elle explique son désaccord et conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur en rendant un addendum par opposition à une nouvelle ordonnance de réparation. La défense allègue que la Chambre de première instance a commis une erreur globale en décidant que l'ordonnance de réparation de 2021 reste en vigueur malgré les termes de l'arrêt de 2022 de la Chambre d'appel et que la décision contestée devrait être considérée comme partie intégrante, lue en parallèle et comprise comme la complétant et remplaçant seulement les éléments spécifiques qu'elle a traités. Toutefois, la Chambre d'appel observe que l'ordonnance de réparation de 2021 a été seulement annulée partiellement par l'arrêt de 2022 de la Chambre d'appel. Cet arrêt n'a aucune incidence sur les éléments de l'ordonnance de réparation qui n'ont pas été annulés par l'arrêt. Qui plus est, la Chambre d'appel, dans le texte de la décision contestée, a fait des références précises aux éléments de l'ordonnance de réparation de 2021 qui restent valables. De surcroît, la Chambre d'appel note que les références dans l'arrêt de 2022 de la Chambre d'appel au sujet de la délivrance d'une nouvelle ordonnance de réparation doivent être vues dans leur contexte. Premièrement, la Chambre d'appel a enjoint la Chambre de première instance à rendre une nouvelle ordonnance de réparation en prenant en considération les termes de ce jugement. Ces termes incluaient nécessairement le fait qu'il s'agissait d'une annulation partielle en vertu de laquelle 5 questions spécifiques ont été renvoyées. Deuxièmement, la Chambre d'appel a déclaré que la nouvelle décision qu'il a été demandé à la Chambre de première instance de rendre
constituerait essentiellement une nouvelle ordonnance de réparation et a ainsi indiqué de façon claire que la nouvelle décision devait être traitée comme une ordonnance de réparation afin de préserver le droit de toutes les parties à interjeter appel de la nouvelle décision, et ce conformément à l'article 82.4 du statut. Troisièmement, la Chambre d'appel a octroyé à la Chambre de première instance des directives supplémentaires ainsi qu'un pouvoir discrétionnaire quant à sa façon de diriger sa procédure suite à l'arrêt de 2022 de la Chambre d'appel et a fait référence, entre autres choses, à la garantie que le processus de réparation puisse se poursuivre aussi rapidement que possible et à l'objectif, lors de cette phase de la procédure, qui consiste à corriger les erreurs identifiées de manière à perturber le moins possible le processus général de réparation. Compte tenu du contexte submentionné, la Chambre de première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une façon compatible avec les directives de la Chambre d'appel. La Chambre d'appel note que, en principe, tous les éléments essentiels requis pour la composition d'une ordonnance de réparation devraient figurer dans un seul document unifié. Il s'agit là de la trajectoire ordinaire et préférable. Cependant, il n'existe aucune interdiction juridique à ce que ces éléments se trouvent dans plus d'un document, notamment dans les circonstances telles que les circonstances actuelles, en présence d'une annulation partielle. Il est également à noter que, en rendant une nouvelle décision qui ne traite que les dites questions spécifiques, l'objet du nouvel appel, de ce fait, est limité clairement et de façon appropriée aux questions précises qui ont été renvoyées aux fins d'examen, plutôt que d'envisager l'ouverture de questions d'appel figurant dans l'ordonnance initiale de réparation qui était définitive. La Chambre d'appel conclut que le simple fait que tous les éléments essentiels de l'ordonnance de réparation, en l'espèce, figuraient dans plus d'un document ne constitue pas en soi une raison pour statuer que la Chambre de première instance a commis une erreur en procédant de la sorte. La Chambre d'appel, en conséquence, examine les arguments soulevés par la défense au sujet du préjudice qui, selon elle, a été causé par la délivrance de la décision contestée. La Chambre d'appel conclut, et Madame la juge Ibanez Carranza n'est pas d'accord à ce sujet, que la défense n'a pas présenté des preuves au sujet du préjudice causé. Fait important, il est absolument indubitable que la Chambre de première instance a respecté les directives de la Chambre d'appel qui consistaient à examiner ces questions qui ont fait l'objet d'annulation dans l'arrêt de 2022 de la Chambre d'appel. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la décision contestée qui porte sur plus de 157 pages, traite chacune des questions qui ont été renvoyées par la Chambre d'appel. Il y a également, entre autres choses, une annexe confidentielle de 561 pages qui comprend les conclusions de la Chambre de première instance au sujet des 171 victimes de l'échantillon que la Chambre d'appel a obtenu et au sujet desquelles elle a statué conformément à la directive de la Chambre d'appel. Il convient effectivement d'observer que la défense n'allègue pas à ce sujet que la Chambre de première instance n'a pas fondamentalement abordé les questions qui lui ont été remises par la Chambre d'appel, ou qui lui ont été renvoyées par la Chambre d'appel. De surcroît, la défense n'a pas présenté de preuves suivant lesquelles toute conclusion de fond de la décision contestée aurait été différente
si elle avait été placée dans ce que la défense appelle une nouvelle ordonnance de réparation. Elle n'a pas non plus présenté de preuves suivant lesquelles des éléments spécifiques de l'ordonnance de réparation de 2021 ou de la décision contestée sont clairement contradictoires ou impossibles à comprendre lorsqu'on les lit conjointement. Effectivement, en avançant que ce préjudice a été occasionné et causé par le fait de rendre la décision contestée, la défense donne quelques exemples de préjudices spécifiques. La Chambre d'appel n'est pas convaincue par ces exemples plus spécifiques donnés par la défense. Pour les raisons que Madame la juge Ibanez Carranza énoncera, elle conclut que cela n'a pas eu d'incidence importante. En conséquence, la Chambre d'appel rejette à l'unanimité le premier moyen d'appel de la défense. Moyen d'appel numéro 2, la validité du projet de plan de mise en œuvre initial. Par son deuxième moyen d'appel, la défense fait valoir que le préjudice occasionné par le fait qu'aucune nouvelle ordonnance de réparation n'ait été rendue est aggravé par l'erreur de la Chambre de première instance qui a conclu que le projet de plan initial de mise en œuvre reste entièrement opérationnel et que l'arrêt de 2022 de la Chambre d'appel n'a eu aucune incidence sur lui. Pour des raisons qui sont énoncées de façon plus détaillée dans l'arrêt, la validité du projet de plan initial de mise en œuvre n'a pas été examinée et n'a pas constitué l'une des questions renvoyées à la Chambre de première instance par l'arrêt de 2022 de la Chambre d'appel. C'est pour cette raison que sa validité n'est pas examinée dans la décision contestée. Elle n'émane pas de cette décision et cela ne peut pas être soulevé en appel. La Chambre d'appel, en conséquence, réfute in limine le deuxième moyen d'appel de la défense. Madame la juge Ibanez Carranza marque son désaccord et indique au sujet du fait que ce moyen d'appel devrait être rejeté in limine. Elle observe qu'il existe un lien inhérent entre l'incidence de l'arrêt de 2022 de la Chambre d'appel sur l'ordonnance de réparation de 2022 qui a été examinée dans la décision contestée et sur le projet de plan initial de mise en œuvre. Elle considère donc qu'il est opportun de traiter ce moyen quant à son fond. Madame la juge Ibanez Carranza rejetterait ce moyen d'appel quant à son fond. Elle est d'avis que le projet de plan initial de mise en œuvre ne devient pas automatiquement sans effet suite à l'annulation partielle de l'ordonnance de réparation de 2021. Elle conclut que la Chambre de première instance n'a pas commis une erreur d'appréciation lorsqu'elle a décidé que le projet de plan initial reste opérationnel afin de respecter les besoins les plus urgents des victimes vulnérables qui ont été prises en considération par l'arrêt de 2022 pour déterminer la procédure à suivre. Madame la juge Ibanez Carranza conclut de surcroît que, quoi qu'il en soit, la défense n'a pas démontré l'incidence importante de toute erreur alléguée. Moyen d'appel numéro 3. Par son troisième moyen d'appel, la défense fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur en n'incluant pas les éléments de la décision contestée de la procédure pour l'évaluation d'éligibilité. Les éléments de la procédure pour l'évaluation d'éligibilité ont été contenus ou se trouvaient plutôt dans ce que j'appellerais la première décision relative à la mise en œuvre, qui a été rendue après la décision contestée. En conséquence, la Chambre de première instance n'a pas suivi la directive de la Chambre d'appel de l'arrêt de 2022 de la Chambre d'appel pour inclure ceci dans l'ordonnance future pour réparation. En conséquence, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur et que les erreurs ont eu une incidence importante sur la décision contestée. À titre de recours, la Chambre d'appel estime qu'il est approprié d'amender ou de modifier la décision contestée pour que les paragraphes 185 et 186 de la première décision relative à la mise en œuvre, qui indiquent la procédure pertinente, soient lus afin d'être incorporés dans la décision contestée. La Chambre d'appel
conclut en outre que les arguments supplémentaires présentés par la défense au titre de ce moyen d'appel, qui ont trait à des informations incluses dans le projet de plan de mise en œuvre révisé au moment où une décision a été prise à son sujet dans la première décision relative à la mise en œuvre, où son incapacité alléguée à déposer des observations au sujet de ce projet de plan de mise en œuvre révisé après la délivrance de la décision contestée ne découle pas de la décision contestée, mais ont trait à des questions ultérieures à la décision contestée. Les arguments de la défense présentés dans le cadre de cette partie du troisième moyen d'appel sont en conséquence rejetés in limine. Par son quatrième moyen d'appel, la défense avance que la Chambre de première instance a commis une erreur, entre autres choses, en indiquant les critères relatifs ou des critères relatifs à l'évaluation d'éligibilité qui ne sont pas appropriés ou non adaptés à cette fin. Par exemple, la défense conteste l'adoption par la Chambre de première instance du critère de suffisamment proche dans le temps afin d'évaluer si les dates des événements ayant occasionné un préjudice subi par les victimes correspondent aux périodes précisées retenues dans les charges. La Chambre d'appel note que la Chambre de première instance s'est appuyée à cet égard sur ses conclusions précédentes au sujet du temps écoulé depuis que les événements pertinents ont eu lieu, ainsi que l'impact vraisemblable des événements sur la capacité des témoins à se souvenir de dates précises. La Chambre de première instance a décidé de procéder à ces évaluations au cas par cas en prenant en considération les circonstances personnelles de la victime au vu de tous les aspects des dossiers des victimes. En conséquence, la Chambre d'appel rejette les arguments de la défense eu égard à ce critère de suffisamment proche dans le temps. La défense conteste également la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle, à partir du moment où une personne démontre son statut en tant que victime, ainsi que le préjudice pour cette personne est présumé ou établi, le lien de causalité est également établi. Dans ce contexte, la Chambre de première instance a indiqué de façon claire que les victimes éligibles pour les réparations doivent fournir une preuve suffisante du lien de causalité entre le crime et le préjudice. La Chambre de première instance s'est également intéressée à la question des ruptures potentielles dans la chaîne de causalité. En conséquence, la Chambre d'appel rejette les arguments présentés par la défense au sujet du lien de causalité. La Chambre d'appel rejette également les autres arguments présentés par la défense au titre de ce quatrième moyen d'appel et rejette ainsi l'intégralité de ce moyen d'appel. Ground of Appeal 5. Moyen d'appel numéro 5. Par son cinquième moyen d'appel, la défense scinde ses observations en deux catégories d'erreurs que la Chambre d'appel a examinées l'une après l'autre. Premièrement, la défense affirme que la conclusion dans la décision contestée suivant laquelle la défense avait reçu les dossiers des victimes avec les expurgations appropriées avait eu la possibilité de présenter des observations judicieuses à leur sujet était inexacte. La Chambre d'appel conclut que la défense n'a établi aucune des 6 erreurs spécifiques qu'elle avance, eu égard au rejet d'une requête présentée par la défense pour que les expurgations soient levées dans une décision en amont de la décision contestée. La Chambre d'appel conclut de surcroît que la défense n'a pas justifié son affirmation très générale suivant laquelle la Chambre de première instance a commis une erreur en maintenant qu'elle était en mesure de présenter des écritures judicieuses, nonobstant les expurgations, et en observant, entre autres choses, qu'elle a présenté des observations et des écritures très longues au sujet de l'échantillon des victimes dans une écriture de 19 pages accompagnée d'une annexe confidentielle de 171 pages qui contient les observations relatives à chacune des victimes. Deuxièmement, la défense avance que la Chambre de première instance a commis une erreur en déboutant la requête de la défense qui demandait
que lui soient communiquées des informations en possession du Fonds au profit des victimes que j'appellerai le TFV. La Chambre d'appel conclut que la défense n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait agi de façon déraisonnable en s'appuyant sur les dossiers des victimes complétés par les écritures et les informations supplémentaires fournies par leurs représentants légaux. La Chambre d'appel souligne que la Chambre de première instance a noté expressément que la défense avait eu accès à toutes les informations pertinentes sur lesquelles s'est appuyée la Chambre lorsqu'elle a statué au sujet de l'échantillon, quoique de façon et de forme expurgée. La défense, en appel, n'a pas fourni de preuves suivant laquelle il était nécessaire que lui soient fournies de plus amples informations pour être en mesure de présenter des arguments relatifs à l'éligibilité des victimes pour les réparations. De surcroît, la Chambre d'appel conclut que l'objectif de la Chambre de première instance en statuant sur les dossiers des victimes dans la décision contestée était de déterminer si ces victimes pouvaient demander des réparations et pouvaient être considérées comme éligibles. Il ne s'agissait pas de décider si ces victimes potentiellement éligibles avaient des besoins urgents, ce qui était le thème au centre des questionnaires du TFV, questionnaire qui était recherché par la défense. En tant que tel, n'a pas justifié, expliqué dans son mémoire en clôture pourquoi il était essentiel qu'elle ait accès à ces questionnaires qui auraient pu être en possession du TFV afin de pouvoir présenter des arguments judicieux au sujet de l'éligibilité des victimes de l'échantillon. La Chambre d'appel conclut que la défense n'a établit aucune erreur et rejette ainsi le 5e moyen d'appel de la défense. Au titre de ces 6e, 7e et 8e moyens d'appel, la défense fait valoir que la Chambre de première instance n'a pas bien évalué ni motivé le concept de préjudice transgénérationnel et les critères probatoires pour prouver l'existence d'un tel préjudice en faisant fi de la directive de la Chambre d'appel établie en 2002 dans un arrêt de la Chambre d'appel. Premièrement, contrairement à la prétention de la défense, à savoir qu'il fallait que la Chambre de première instance fasse appel à des observations supplémentaires de la part d'experts, la Chambre d'appel a conclu qu'il était clair dans l'arrêt de 2022 que la Chambre de première instance avait le pouvoir discrétionnaire de demander à obtenir des éléments supplémentaires de la part d'experts ou si elle pouvait se fonder sur les témoignages d'experts au dossier. La Chambre d'appel estime également que la Chambre de première instance a proprement évalué la crédibilité et la fiabilité des témoignages d'experts sur lesquels elle s'est fondée. En conséquence, la Chambre d'appel rejette les arguments de la défense à cet égard. Deuxièmement, la Chambre d'appel estime que la défense n'a pas bien représenté la décision contestée lorsqu'elle a fait valoir que la Chambre de première instance n'a pas eu les conclusions nécessaires, n'est pas parvenu aux conclusions nécessaires ni motivé suffisamment sa position concernant la certitude scientifique s'agissant du concept de préjudice transgénérationnel et la question de savoir s'il était approprié d'octroyer des réparations en conséquence par la Cour. Et ni les limites potentielles au concept de préjudice transgénérationnel. La question de savoir si M. Ntaganda pouvait être responsable des réparations relatives à ce préjudice. Par conséquent, la Chambre rejette ces arguments de la défense. Ayant rejeté tous les arguments de la défense au titre de ces moyens d'appel, la Chambre d'appel rejette les moyens numéros 6, 7 et 8 de la défense. Au terme de ces 9e et 10e moyens d'appel, la défense conteste généralement la légalité de l'examen de nouveaux éléments de preuve et de la formulation de nouvelles constatations relatives aux préjudices infligés au stade de la réparation qui n'ont été précisés ni dans une décision de condamnation ni une décision relative à la peine. À cet égard, la défense soutient que le processus de réparation n'est pas un nouveau processus probatoire en soi et qu'en tant que tel,
la Chambre de première instance est limitée aux constatations précisées dans les décisions relatives à la condamnation et à la peine et qu'elle n'est pas autorisée au cours du processus de réparation à tirer des constatations supplémentaires sur le préjudice infligé qui ont déjà été formulées dans les décisions de condamnation et de peine. La Chambre d'appel estime que la défense a mal interprété le principe selon lequel, lorsqu'elle accorde des réparations, la Chambre de première instance doit rester dans les limites des décisions relatives à la condamnation et à la peine. La Chambre d'appel considère que les décisions relatives à la condamnation et à la peine définissent les paramètres de l'obligation de l'accusé condamné de réparer le préjudice. Ainsi, en accordant des réparations, la Chambre de première instance est limitée à se fonder sur des éléments de preuve et à faire des constatations sur le préjudice causé par les crimes pour lesquels l'accusé a été condamné, tels qu'ils sont énoncés dans les décisions relatives à la condamnation et à la peine. Le fait que la Chambre de première instance soit limitée dans ses constatations relatives à la définition ou l'identification du préjudice n'empêche toutefois pas la présentation de nouveaux éléments de preuve ou faits qui n'ont pas été pris en compte aux fins des décisions relatives à la condamnation et à la peine. En effet, lorsqu'elle accorde des réparations, l'article 75.1 du statut à cet égard, le cadre juridique de la Cour précise qu'elle peut être les informations pertinentes sur la base d'informations et de constatations qui n'ont peut-être pas été précisées ni dans la décision relative à la condamnation ni dans la décision relative à la peine. Il est important de noter, et contrairement à l'affirmation de la défense, la présentation de ces éléments de preuve et constatation au cours du processus de réparation n'élargit pas la portée de la condamnation et de la peine sur la base d'une norme d'administration de la preuve moins élevée. Dans les procédures de réparation, c'est plutôt le préjudice subi et non les crimes dont la personne a été condamnée qui est défini ou développé plus en détail. En ce qui concerne l'argument plus spécifique de la défense selon lequel la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en attribuant des constatations supplémentaires aux dommages causés au centre de santé de Sayo et à la communauté affectée, dépassant ainsi la portée des décisions relatives à la condamnation et à la peine, la Chambre d'appel n'est pas convaincue par cet argument. L'argument de la défense repose sur l'idée que la conclusion contenue dans la décision relative à la peine, à savoir que les dommages causés au centre de santé n'étaient pas clairs, équivalait à une constatation au-delà de tout doute raisonnable qu'aucun préjudice n'avait été causé au centre de santé à la suite du crime pour lequel M. Ntaganda a été condamné. Contrairement à ce que prétend la défense, la Chambre d'appel a renvoyé l'affaire à la Chambre de première instance parce qu'elle n'a pas considéré que la conclusion en question contenue dans la décision portant condamnation équivalait à une constatation établissant au-delà de tout doute raisonnable que le centre de santé n'avait pas été endommagé. En l'absence de conclusion au-delà de tout doute raisonnable, au stade du procès concernant le préjudice réel causé, il n'a pas été interdit à la Chambre de première instance d'établir, au stade des réparations, sur la base de l'ensemble des éléments de preuve dont elle disposait, que, selon la prépondérance des probabilités, l'attaque du centre de santé a causé des dommages au centre de santé. Ainsi, il n'était pas interdit à la Chambre de première instance de définir le préjudice causé au stade des réparations en formulant d'autres constatations sur la base de la présentation d'éléments de preuve pertinents. Pour des raisons plus amplement développées dans l'arrêt, la Chambre d'appel rejette les 9e et 10e moyens d'appel soulevés par la défense. Au titre de son 11e motif d'appel, moyen d'appel, la défense conteste la fiabilité de la constatation de la Chambre de première instance selon laquelle l'attaque contre le centre de santé de Sayo
a nuit à la prestation de services et exacerbé la vulnérabilité et les souffrances de la population civile. À cet égard, la défense conteste le fait que la Chambre de première instance est appuyée sur le rapport du Dr Gilmore. Pour des raisons expliquées plus en détail dans l'arrêt, la Chambre d'appel estime que l'approche de la Chambre de première instance sur cette question était raisonnable vu les circonstances. La Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle a conclu que le Dr Gilmore que Mme Gilmore était crédible et que son rapport était fiable. Les arguments de la défense à cet égard sont donc rejetés. En outre, la défense conteste les éléments de preuve sur lesquels la Chambre de première instance s'est fondée pour déterminer si l'attaque contre le centre de santé a causé des dommages à la population civile de Sayo et à la communauté environnante. En examinant les éléments de preuve qu'elle a appréciés et les constatations y afférentes, la Chambre d'appel note que la Chambre de première instance est parvenue à sa conclusion en évaluant les observations des parties et du procureur, les éléments de preuve figurant déjà dans le dossier de l'affaire et d'autres éléments qui avaient été obtenus récemment, et les constatations contenues dans les décisions relatives à la condamnation et à la peine qui avaient été établies au-delà de tout doute raisonnable. La Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance a évalué ces éléments de preuve de manière globale et a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que l'attaque contre le centre de santé a causé des dommages au centre de santé de Sayo et qu'elle a privé la communauté qui en bénéficiait de services de santé adéquats. L'argument de la défense est par conséquent rejeté. Pour des raisons plus amplement développées dans l'arrêt, la Chambre d'appel rejette le 11e moyen d'appel de la défense. Dans le cadre de son 12e moyen d'appel, la défense soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en concluant que le lien de causalité entre le préjudice résultant de l'attaque contre le centre de santé de Sayo et la responsabilité de M. Ntaganda était établi. La défense fait valoir que la Chambre de première instance a conclu que le centre de santé avait subi un préjudice à la suite de l'attaque, bien que les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée ne démontrent pas que ces dommages physiques étaient survenus pendant la période de novembre 2002, date pour laquelle M. Ntaganda a été reconnu coupable, ni même avant le 6 mars 2003, date à laquelle l'UPC, FPLC ont été chassés de Bunia. Après évaluation de la manière dont la Chambre de première instance a abordé la question du lien de causalité à cet égard, la Chambre d'appel ne relève aucune erreur manifeste dans l'approche de la Chambre de première instance. Au lieu de cela, la Chambre d'appel note que l'affirmation de la défense selon laquelle la Chambre de première instance aurait dû conclure à la rupture de lien de causalité est sans fondement. La Chambre d'appel considère qu'il n'y a aucun élément de preuve dans le dossier et la défense n'en a indiqué aucun qui démontre que d'autres acteurs ont commis des attaques qui ont causé des dommages au centre de santé au cours de la période considérée. L'argument est par conséquent rejeté. La Chambre d'appel rejette en conséquence le 12e moyen d'appel de la défense. Au titre de son 13e moyen d'appel, la défense soutient que dans le contexte de la détérioration et de la situation désastreuse en matière de sécurité en Ituri, la Chambre de première instance a commis une erreur en rejetant ces demandes de mesures à prendre pour s'assurer que la mise en œuvre des réparations respecterait le principe de ne pas nuire au profit des victimes légitimes. En particulier, la défense conteste la constatation de la Chambre de première instance selon laquelle la mise en œuvre du projet de plan de mise en œuvre initial continue de ne pas être affectée par la situation sécuritaire en Ituri. La Chambre d'appel conclut que la question ne découle pas de la décision contestée, comme l'a fait valoir à juste titre le groupe de victimes numéro 2, cette question ne faisait pas partie des 5 questions spécifiques qui ont été renvoyées à la Chambre de première instance par la Chambre d'appel dans son arrêt de 2022.
La Chambre de première instance a examiné la question dans le contexte du processus de mise en œuvre qui était en cours avant et qui se poursuit après le prononcé de la décision contestée. La question n'ayant pas été abordée dans la question contestée, la défense ne peut la soulever dans le cadre du présent appel. Le 13e moyen est donc rejeté, in limine. Appel des victimes du groupe numéro 2. Premier moyen d'appel. Dans son premier moyen d'appel, le groupe de victimes numéro 2 soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur dans son estimation du nombre de bénéficiaires potentiels des réparations parmi les victimes des attaques. La Chambre d'appel a réparti les allégations en 3 catégories et les rejette pour les raisons suivantes. Premièrement, le groupe de victimes numéro 2 fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne tenant pas compte de ce qu'elle a compris comme étant la méthode la plus efficace et la plus pragmatique pour estimer le nombre de bénéficiaires potentiels des réparations, à savoir se fonder sur la taille de la population des 13 villages affectés au moment où les crimes ont été commis. La Chambre de première instance rejette les arguments présentés par le groupe de victimes numéro 2 arguments selon lesquels la distinction entre la taille de la population des villages attaqués est contraire à la présomption de statut civil au sens du droit international humanitaire. La distinction entre les personnes qui participent directement aux hostilités et celles qui n'y participent pas était faite dans la section pertinente de la décision contestée à des fins qui ne concernaient ni ne contredisaient la présomption de statut civil en droit international humanitaire. La Chambre d'appel rejette également les arguments du groupe de victimes numéro 2 contre la conclusion selon laquelle la plupart des habitants avaient déjà quitté les zones concernées avant les attaques et ne pouvaient donc pas être considérés comme des victimes en l'espèce. Certes, les observations sur lesquelles s'est fondée cette conclusion auraient pu inclure plus d'informations sur les sources pertinentes. Il n'empêche qu'elles étaient fondées sur des consultations avec des dirigeants communautaires. Deuxièmement, le groupe de victimes numéro 2 conteste le rejet par la Chambre de première instance des documents contenant des informations sur la taille de la population dans les villages concernés. La Chambre d'appel estime que, ayant conclu qu'il n'était pas déraisonnable pour la Chambre de première instance de rejeter la méthode axée sur la taille de la population, les documents invoqués par le groupe de victimes numéro 2 à l'appui de la taille de la population n'auraient aucune incidence sur l'estimation. Troisièmement, le groupe de victimes numéro 2 affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur en s'appuyant sur les arguments du Fonds Profit des victimes et de la défense et a fourni un raisonnement insuffisant, ce qui a conduit à estimer que 7500 personnes sont des bénéficiaires pouvant prétendre au statut de victime des attaques. La Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a suivi une méthodologie claire qui faisait appel à des projections mathématiques à partir d'informations connues figurant dans le dossier de l'affaire et d'estimations qu'elle a jugées, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, cohérentes et fiables. En ce qui concerne la demande du groupe de victimes numéro 2 visant à obtenir des chiffres plus fiables, notamment par le biais d'un exercice de cartographie des victimes, la Chambre d'appel ne constate aucune erreur dans la manière dont la Chambre de première instance a pesé les intérêts en jeu et exercé son pouvoir discrétionnaire, tout en gardant à l'esprit que ces estimations doivent être aussi concrètes que possible et fondées sur des éléments de preuve suffisamment solides. Deuxième moyen d'appel. Au titre de son deuxième moyen d'appel, le groupe de victimes numéro 2 invoque 3 sous-moyens. Premièrement, le groupe de victimes numéro 2 soutient que la Chambre de première instance n'a pas établi de base solide pour son approche s'agissant du calcul du coût des réparations du préjudice subi par les victimes des attaques.
D'après le groupe de victimes numéro 2, un nombre nettement supérieur à 7500 victimes des attaques sont susceptibles de se présenter pour bénéficier de réparations, ce qui conduit implicitement à un calcul incorrect du coût des réparations. Toutefois, la Chambre d'appel ayant rejeté les arguments avancés à l'encontre de la conclusion selon laquelle 7500 personnes sont potentiellement éligibles en tant que victimes des attaques, le présent sous-moyen d'appel est également rejeté. Deuxièmement, le groupe de victimes numéro 2 allègue que la Chambre de première instance a commis une erreur en établissant le coût des réparations pour les victimes des attaques sur la base des projections relatives aux anciens enfants soldats dans l'affaire Lubanga. La Chambre d'appel n'est pas d'accord, estimant que la Chambre de première instance a pesé des facteurs pertinents dans sa décision de s'appuyer sur le précédent Lubanga, notamment les coûts, le budget et le principe de non-discrimination. Le groupe de victimes numéro 2 fait valoir en outre que la Chambre de première instance aurait dû considérer le programme de réparation du Katanga, de l'affaire Katanga comme point de référence, car les crimes étaient de nature plutôt similaire. La Chambre d'appel note que les conclusions dans l'affaire Katanga étaient en fait pertinentes pour le calcul dans l'affaire Lubanga et que la Chambre de première instance a finalement pris en compte comme faisant partie du calcul dans la présente affaire. De plus, le groupe de victimes numéro 2 soutient que le préjudice subi par les victimes des attaques devrait être traité au moyen de mesures socio-économiques plutôt que de soins mentaux et physiques. La Chambre d'appel estime qu'il n'était pas déraisonnable pour la Chambre de première instance de considérer les souffrances psychologiques et physiques des victimes comme faisant partie du préjudice à réparer, et que des mesures socio-économiques, y compris le soutien à la scolarité, la formation professionnelle et les activités génératrices de revenus, ont été incorporées dans la décision contestée. Troisièmement, le groupe de victimes numéro 2 fait valoir que le coût établi pour les réparations pourrait être juste et approprié si 7500 victimes des attaques se manifestent, mais pas si un nombre beaucoup plus élevé de victimes éligibles se manifeste. La Chambre d'appel réitère qu'après avoir rejeté les arguments avancés par le groupe de victimes numéro 2 à l'encontre de l'estimation selon laquelle 7500 personnes sont potentiellement éligibles en tant que victimes des attaques, le présent sous-moyen d'appel est également rejeté. Au titre du troisième moyen d'appel, le groupe de victimes numéro 2 soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne tenant pas compte de ses conclusions antérieures sur la portée territoriale des réparations. Ils affirment que la Chambre de première instance aurait dû accepter les victimes qui ont subi des dommages dans la forêt ou la brousse entourant les villages pour lesquels des conclusions positives ont été consignées dans la décision relative à la condamnation, qu'elles soient originaires des villages principaux ou de n'importe quel autre village. La Chambre d'appel note que la Chambre de première instance a précisé dans 4 décisions ce qu'elle considérait comme étant la portée territoriale des réparations. Ces décisions énoncent toutes que les victimes doivent démontrer qu'elles ont subi un préjudice à la suite des crimes pour lesquels M. Taganda a été condamné. Les personnes qui prétendent avoir subi des dommages dans la forêt ou la brousse entourant les 13 villages principaux peuvent prétendre à des réparations à condition que la Chambre de première instance ait prononcé des condamnations fondées sur des actes sous-jacents ayant eu lieu dans la forêt ou la brousse entourant ces lieux. Contrairement à l'allégation de la Chambre de première, selon laquelle la Chambre de première instance n'a pas correctement motivé ses conclusions rejetant certains candidats, la Chambre d'appel souligne que la Chambre de première instance a fourni, dans une annexe de 561 pages à la décision contestée, une analyse et une justification détaillée au cas par cas. La Chambre d'appel ne constate aucune erreur dans la manière dont la Chambre de première instance
à appliquer les critères d'éligibilité aux victimes de l'échantillon. En conséquence, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance n'a pas été déraisonnable dans ses conclusions concernant les paramètres territoriaux des réparations et l'application de ces paramètres dans la décision contestée, et par conséquent, elle rejette le troisième moyen d'appel du groupe de victimes numéro 2. En ce qui concerne les 4 victimes qui n'ont pas été en mesure d'établir leur éligibilité, mais qui avaient déjà reçu des réparations dans le cadre du projet de plan de mise en œuvre initial, la Chambre d'appel rappelle que le Fonds au profit des victimes peut fournir tout service supplémentaire nécessaire dans le cadre de son mandat d'assistance. S'agissant des personnes contactées par le groupe de victimes numéro 2 et jugées inéligibles à des réparations dans la décision contestée, compte tenu de leur nombre limité et des circonstances uniques entourant cette procédure, la Chambre d'appel encourage le Conseil du Fonds au profit des victimes à fournir des services supplémentaires tout en reconnaissant que la fourniture de services dans le cadre du mandat d'assistance du Fonds au profit des victimes relève en dernier ressort de la discrétion de son conseil. En outre, il est important de souligner que les réparations au sein de la CPI doivent être considérées comme faisant partie d'un système plus large. Toutes les victimes du conflit en Ituri n'ont pas le droit de recevoir des réparations de la part de M. Ntaganda. Les réparations de la CPI doivent être considérées dans un cadre plus large qui inclut le mandat d'assistance du Fonds au profit des victimes, les compensations potentiellement offertes par les systèmes juridiques nationaux et le rôle des organisations locales, régionales et internationales dans la mise en œuvre de programmes de soutien aux victimes du conflit. Ainsi s'achève le résumé de l'arrêt rendu par la Chambre d'appel dans les présents appels. Je vais maintenant inviter ma consoeur, la juge Ibanez, à nous présenter un résumé de son opinion individuelle s'agissant du premier moyen d'appel de la défense. La juge Ibanez, merci Monsieur le juge président. Je rends cette opinion individuelle car j'estime que la Chambre de première instance a commis des erreurs de droit et de procédure lorsqu'elle a rendu un addendum au lieu d'une nouvelle ordonnance de réparation. Je souligne d'emblée que la Chambre d'appel n'aurait pas pu donner des directives plus claires à la Chambre de première instance et elle n'a laissé aucune possibilité de pouvoir discrétionnaire. Au vu de l'importance des questions renvoyées et des modifications requises qui ont eu une incidence sur quasiment tous les éléments essentiels d'une ordonnance de réparation, la Chambre d'appel a enjoint de façon précise la Chambre de première instance de rendre une nouvelle ordonnance de réparation. La Chambre de première instance a rendu un addendum, un document auxiliaire, ce qui est à l'encontre des dispositions du statut de Rome. Il s'agit d'une étape procédurale qui n'est absolument pas prévue dans le cadre juridique de la Cour et qui ne peut pas être appliquée à des décisions qui, de par leur nature juridique, déterminent les droits et obligations de fond pour à la fois la défense et les victimes. Une ordonnance de réparation est le seul moyen de faire en sorte qu'une personne condamnée puisse être tenue responsable des réparations, et ce, en application du cadre juridique de la Cour. Lorsque le droit énonce des procédures précises, il établit des normes générales, des normes obligatoires qui ont un caractère contraignant, avec une validité objective, appliquée de façon impersonnelle à toute personne au vu des circonstances définies. Les juges ont donc le devoir de respecter cela sans aucun écart. Opter pour une procédure différente parce que, sur la base que cela n'est pas interdit, risque la création d'une lacune alors qu'il n'y a
pas d'existence de lacune et, peut créer un impact arbitraire pour les garanties du processus équitable. Ne pas respecter les normes envisagées par le droit rend l'acte procédural nul et non avenu. Au lieu de rendre une nouvelle ordonnance de réparation, la Chambre de première instance a intégré la décision contestée dans l'ordonnance de réparation de 2021 qui avait été en grande partie annulée, ce qui fait qu'il revenait aux parties de réconcilier les éléments, de les lire en parallèle et de remplacer des parties des différentes décisions en jeu, et ce afin d'essayer de discerner ce que signifiait l'ordre de réparation. C'est une trajectoire qui est en parfaite contradiction avec les critères pour les décisions judiciaires qui doivent être entièrement motivées, qui doivent être extrêmement claires. Cela signifie donc que leurs bases et leurs conclusions doivent être suffisamment claires et peuvent être comprises facilement sans pour autant passer par des explications extérieures. La certitude et la clarté sont au cœur du processus de décision judiciaire. Il s'agit de critères indispensables pour l'équité. C'est un principe que l'on applique notamment à des décisions qui mettent un terme à une étape du processus judiciaire, comme une ordonnance de réparation, et qui permet de statuer sur les droits et les obligations de fond des parties. Qui plus est, seule une décision clairement motivée permet de comprendre la base de la décision judiciaire et permet d'exercer le droit à l'appel. L'examen de la chambre d'appel peut, quant à lui, seulement être effectué si la chambre d'appel est en mesure de comprendre le raisonnement et les conclusions de la chambre de première instance. Les jugements de la chambre d'appel sont contraignants et doivent être respectés car il est extrêmement primordial de maintenir l'autorité et l'intégrité du processus judiciaire. Cela est valable notamment pour ces ordonnances et ces directives qui figurent dans le dispositif de l'arrêt. Lorsque la chambre d'appel confirme, annule ou amende une ordonnance de réparation en application de la règle 153, premier paragraphe du règlement, ces décisions correspondent à une mise en œuvre obligatoire. Si le respect des décisions de la Chambre d'appel n'était pas contraignante et obligatoire, sa fonction d'examen serait sans effet et les protections qui font partie de l'architecture judiciaire de la Cour deviendraient tout à fait superflues. En conséquence, à mon avis, et pour des raisons que je développe dans mon opinion individuelle, il est manifeste que la Chambre de première instance a commis des erreurs de droit et de procédure. Toutefois, après avoir examiné de façon méticuleuse l'affaire ainsi que ses circonstances concrètes, et conformément au deuxième paragraphe de l'article 83 du statut et en application du critère d'examen de la Chambre d'appel, je conclus que ces erreurs n'ont pas eu d'incidence importante sur la décision contestée. Et d'ailleurs, même si une ordonnance complète et autonome de réparation avait été rendue, il n'y aurait pas eu de changement de fond pour ce qui est des 5 éléments qui ont été renvoyés aux fins de décision. Je constate, premièrement, que la Chambre de première instance a examiné de façon satisfaisante les 5 questions qui lui avaient été renvoyées. Deuxièmement, alors que la délivrance de l'addendum a semé une confusion inutile et a contribué à une certaine incertitude judiciaire et un manque de fiabilité, la Chambre d'appel, dans son arrêt principal, a déployé des efforts pour reconstituer les éléments essentiels de l'ordonnance de réparation et pour établir comment une telle reconstruction et recomposition pouvait être effectuée, et ce sur la base d'un certain nombre de références croisées. En dernier lieu,
Après avoir pris en considération la nature précise des procédures de réparation ou d'autres droits importants doivent être pris en considération, je me sens contrainte de mettre en équation les droits en matière de procédure, les garanties à une certitude judiciaire, équité judiciaire et fiabilité, et les droits fondamentaux des victimes, ainsi que leurs droits aux réparations et leurs droits à une mise en œuvre rapide. Et d'ailleurs, je suis convaincue que tout retard supplémentaire dans la mise à disposition des réparations ne ferait qu'exacerber le préjudice subi par les victimes qui attendent les réparations depuis plus de 2 décennies en l'espèce. En guise de conclusion, j'aimerais rappeler que les réparations ne constituent pas simplement des actes de charité ou d'assistance. Elles représentent un droit humain fondamental. En conséquence, je suis d'accord avec mes collègues et j'indique que le premier moyen d'appel de la défense doit être rejeté. Le président, merci Madame la juge Ibanez. Voici qui nous amène à la fin de notre audience d'aujourd'hui. J'aimerais terminer en remerciant tous les membres du personnel du CREF qui nous ont aidés aujourd'hui dans le cadre de cette audience. Il y a beaucoup de travail qui se fait en coulisses pour s'assurer que ces audiences se déroulent sans heurts. Et la Chambre d'appel, et en ma qualité de juge président de cette Chambre d'appel, nous sommes tous reconnaissants à toutes les personnes qui ont participé et contribué à cela. The hearing is adjourned. L'audience est levée. Veuillez vous lever.